Chaque année, mes parents faisaient de mon anniversaire une fête pour mon petit frère, et ils lui ont offert une voiture à 12 ans et se sont moqués de moi quand je les ai suppliés de m'aider pour mes études. Alors j'ai diffusé la gifle en direct, laissé mon grand-père les rayer du testament et transformé leur plan foireux pour leur chouchou en véritable désastre pour eux. Au final, c'est eux qui ont tout perdu. Mes parents ont toujours été durs avec moi, mais j'avais beau le nier, je pensais qu'au fond ils m'aimaient jusqu'à ce qu'Oscar arrive. À partir de là, c'était le jour et la nuit entre lui et moi. Pour mes 8 ans, ils ont profité de ma fête pour célébrer Oscar à la place, non pas parce que c'était son anniversaire, mais juste parce qu'il en valait la peine, selon eux. Ne vous y trompez pas, je l'adorais, c'était vraiment le gamin le plus craquant du monde. Mais je ne pouvais pas m'empêcher de me demander « Et moi alors, je ne mérite rien ?» À 16 ans, j'ai fini par craquer. Ce jour-là, pour mon anniversaire, ils ont offert une voiture à Oscar. Il avait 12 ans, même pas le droit de conduire. Quand j'ai demandé pourquoi moi je n'avais rien, ils m'ont expliqué que voir Oscar heureux devrait être suffisant pour me combler. J'ai soupiré et j'ai compris qu'il fallait que j'arrête de rêver à des parents aimants. Comme ils ne m'avaient jamais rien donné, je me suis dit qu'au moment d'entrer à la fac, j'aurais peut-être droit à un petit coup de pouce. Je leur ai juste demandé de prendre en charge 20% des frais de scolarité, histoire de ne pas crouler sous les dettes. Ma mère s'est mise à rire, a frappé la table si fort que j'ai cru qu'elle allait la casser. Mon père, tout sourire, m'a balancé. « Mon gars, débrouille-toi, ne compte pas sur nous. » J'ai essayé de me persuader que ça ne m'atteignait plus, mais c'était faux. Pourtant, je continuais à revenir à chaque fête, allez savoir pourquoi. J'ai même appris à Oscar à conduire dans la voiture qui était censée être la mienne. Et tous les Noëls, je le regardais déballer des cadeaux que je n'avais jamais eus. Mais le vrai déclic, c'est à 22 ans, quand Oscar a reçu sa lettre d'admission au collège du coin. Mes parents lui ont organisé une fête et j'y suis allé, histoire de faire bonne figure. À la fin, mon père a levé son verre. Oscar est le fils brillant qu'on aurait toujours voulu avoir. Coup de massue. Je m'apprêtais à partir quand ils ont continué. Ils allaient en lui payer tous ses frais de scolarité, et en prime, ils lui avaient acheté une petite maison pour ses études. Je suis resté planté là, bouche bée, les yeux écarquillés comme si j'allais éclater. Quand la soirée s'est terminée, j'ai réuni tout le monde à l'étage. « C'est quoi ce cirque ?» ai-je balancé, mon téléphone filmant la scène. Ma mère m'a flanqué une gifle, pas très forte mais assez pour que sa bague me griffe et fasse saigner ma joue. « Tu peux jamais te réjouir pour quelqu'un d'autre, toi ?» a-t-elle craché. « Je t'avais dit qu'on n'aurait pas dû l'inviter », a soufflé mon père. Oscar, lui, fixait le sol. Une fois seul, j'ai verrouillé la porte et posté la vidéo partout. 2 heures plus tard, sans réaction, j'ai tagué toute la famille sur Instagram. Mort de rire. J'ai dû m'endormir sur le carrelage de la salle de bain, complètement sonné par le champagne. Je me suis réveillé à 3 heures du mat, une migraine atroce, et mes parents qui tambourinaient à la porte en hurlant en boucle « On te déteste !» J'ai fait semblant de dormir jusqu'à ce qu'ils lâchent l'affaire. Le lendemain matin, le groupe familial explosait. Certains disaient que j'avais mérité la gifle, d'autres que j'étais une honte. On aurait dit les commentaires TikTok de pseudo-mec alpha. Au final, tout le monde a voulu qu'on règle ça en face à face. Le lendemain donc, rendez-vous dans le resto préféré d'Oscar. Mes parents, Oscar, les 2 couples de grands-parents, 3 tantes. En 5 minutes, la discussion a dérivé de la pluie et du beau temps à la façon dont mes parents m'avaient traité. Je n'ai presque rien dit, j'ai laissé mes grands-parents paternels parler pour moi. Après 2 heures de dispute, mes parents ont fini par s'excuser, ou du moins faire semblant. Mes grands-parents les avaient menacés. S'ils ne me considéraient pas comme leur enfant, ils seraient rayés du testament. Ma mère a marmonné un pardon forcé, suivi d'une explication plate sur le fait qu'elle aurait dû être une meilleure adulte. Mon père s'est contenté d'un « je suis d'accord avec ta mère » en haussant les épaules. C'était du grand cinéma, et mes grands-parents n'étaient pas dupes. Ils m'ont proposé de venir chez eux pour les fêtes. J'ai accepté, et j'ai emménagé chez eux dans la foulée. À peine installé, ils m'ont fait asseoir sur le canapé pour me glisser à l'oreille. « On va quand même retirer tes parents du testament, tu sais. On voulait juste que tu entendes les excuses que tu méritais. » Pour la première fois depuis longtemps, j'ai éclaté de rire, persuadé que tout ça était derrière moi. Enfin, c'est ce que je croyais. Le lendemain matin, j'ai dû conduire ma grand-mère à toute allure à l'hôpital. Apparemment, quelqu'un avait mis de la poudre laxative dans son assiette la veille, et si on avait mis 4 heures de plus à arriver, elle n'y serait peut-être pas passée. Au fond de moi, je savais qu'Oscar y était pour quelque chose. Je tournais en rond dans la salle d'attente, les mains qui tremblaient encore du trajet. Les médecins avaient emmené mamie en soins intensifs, et je repassais tout en boucle. Ce repas de famille au resto, les excuses hypocrites, la poudre qui avait failli l'emporter. Mon téléphone vibrait sans arrêt avec des messages du groupe familial, mais je n'arrivais pas à les ouvrir. Je repensais au comportement d'Oscar ce soir-là. Il avait à peine touché à son assiette, il n'arrêtait pas de lorgner celle de mamie, il avait rempli son verre à plusieurs reprises. Les portes se sont ouvertes et mon grand-père est arrivé, en pyjama, le visage blanc comme un linge, les yeux rougis d'avoir pleuré. Il m'a serré contre lui, et on est resté là, sans un mot, juste tous les deux, à essayer de digérer ce qui venait d'arriver. Quand la médecin est enfin venue nous voir, elle nous a expliqué que le corps de mamie avait été mis à rude épreuve par une dose massive de laxatif. Ils avaient donc réussi à la stabiliser, mais elle était gravement déshydratée, et ses électrolytes étaient à un niveau alarmant. Si on avait attendu un peu plus, son cœur n'aurait sans doute pas tenu le choc. À ces mots, la mâchoire de papy s'est tendue,
et il m'a lancé un regard que je ne lui connaissais pas, où percevait à la fois la colère et une détermination implacable. Il m'a demandé de tout lui raconter, dans les moindres détails, sur ce qui s'était passé au restaurant. Je lui ai donc expliqué comment Oscar avait absolument voulu s'asseoir près de Mamie, comment il s'était montré étrangement prévenant, n'arrêtant pas de lui replacer sa serviette ou de bouger son verre d'eau, comment il s'était éclipsé aux toilettes juste après l'arrivée des plats et était revenu pile au moment où nous commencions à manger. Pendant mon récit, Papy gardait le silence, les jointures blanchies à force de serrer la coudoir de son fauteuil. Quand j'eus fini, il s'est levé lentement, a sorti son téléphone et passé 3 appels, d'abord à son avocat, ensuite à un détective privé qu'il connaissait depuis ses années dans les affaires, enfin au restaurant, exigeant qu'on conserve toutes les images de vidéosurveillance de la veille. Les heures suivantes, la famille est arrivée petit à petit à l'hôpital. Mes parents sont venus avec Oscar, affichant tous les deux un air inquiet et déboussolé. Ma mère s'est précipitée sur moi, me demandant ce qui s'était passé sur un ton faussement alarmé. Je me suis contenté de la regarder, repensant à la gifle qu'elle m'avait donnée quelques jours plus tôt. Oscar, quant à lui, est resté près de la porte, les mains dans les poches, a jeté sans cesse des coups d'œil à son téléphone ou vers la sortie. Quand nos regards se sont croisés, il a tout de suite détourné les yeux et s'est mis à discuter de l'école avec l'une de nos tantes. Le médecin a fini par nous autoriser à voir Mamie tour à tour. Lorsque ce fut mon tour, je l'ai trouvée éveillée mais très faible, branchée à toutes sortes de perfusions. Elle a serré ma main quand je me suis installé à son chevet et m'a soufflé qu'elle se souvenait du malaise ressenti juste après le repas au restaurant. Les crampes avaient commencé sur le chemin du retour et n'avaient cessé d'empirer durant la nuit, mais elle avait eu trop honte pour réveiller qui que ce soit avant que la douleur ne devienne insupportable. Je suis resté près d'elle jusqu'à la fin des visites, puis je suis rentré chez mes grands-parents. Papy m'attendait déjà, assis à la table de la cuisine devant un ordinateur et une pile de dossiers. Le détective privé n'avait pas perdu de temps. Il m'a montré sur son ordinateur les images de la vidéosurveillance du restaurant. La qualité était moyenne, mais on distinguait clairement Oscar se lever de table et au lieu d'aller aux toilettes comme il le prétendait, filer dans la cuisine pendant une 30aine de secondes avant de revenir vers nous. Mon grand-père avait aussi demandé au restaurant de vérifier leur stock et ils avaient constaté la disparition d'un gros conteneur de poudre laxative industrielle, celle qu'on utilise d'ordinaire pour déboucher les tuyaux, exactement la même substance que celle retrouvée dans l'organisme de Mamie à l'hôpital. On avait compris ce que cela signifiait, mais c'était une autre affaire de le prouver. Oscar avait été très prudent. Il n'y avait aucune preuve directe de lui en train de prendre ou de verser quoi que ce soit dans la nourriture, seulement des indices qui n'auraient jamais suffi devant la justice. Le lendemain matin, j'ai choisi une autre stratégie. Plutôt que de confronter Oscar de front, j'ai commencé à surveiller son comportement de près. J'ai installé une petite caméra dans le couloir devant la chambre de Mamie, cachée dans un vieux détecteur de fumée, et j'ai commencé à tout consigner. Chaque passage d'Oscar, chaque question bizarre sur la santé de Mamie, chaque fois qu'il proposait de préparer ses médicaments ou ses repas. Le schéma n'a pas tardé à apparaître. Oscar débarquait à l'improviste, toujours lorsqu'il pensait que je n'étais pas là, et posait des questions précises sur la convalescence de Mamie, ses horaires de prise de médicaments, les moments où elle se retrouvait seule. Il se proposait d'aller chercher ses ordonnances ou d'apporter des plats spéciaux, censés l'aider à récupérer. Sans surprise, mes parents me prenaient pour un paranoïaque dès que j'évoquais ces manigances. Ma mère osait même plaisanter que j'étais jaloux de voir Oscar jouer les petites fils modèles, tandis que mon père m'accusait d'essayer de monter la famille contre Oscar à cause de cette vieille histoire d'argent pour la fac. Mais je n'étais pas le seul à me méfier. Papy surveillait également, et il en avait vu assez. Il a fait changer toutes les serrures de la maison et installer un système de sécurité dernier cri. Il a même engagé une infirmière à temps partiel pour veiller sur Mamie la journée, quelqu'un de fiable chargé de surveiller strictement ce qu'elle mangeait et buvait. C'est là que le harcèlement a commencé. Des messages anonymes glissés sous la porte de la chambre de Mamie, des insultes affirmant qu'elle n'en avait plus pour longtemps, qu'elle aurait mieux fait de ne pas se mêler de ce qui ne la regardait pas, que les vieux, comme elle, feraient au bien de disparaître. L'écriture était grossièrement déguisée, mais le timing était tout sauf innocent. Ces messages n'arrivaient que lorsqu'Oscar était venu dans la journée. J'ai conservé chaque mot, soigneusement classé avec date et heure. Puis, les médicaments de Mamie ont commencé à disparaître. D'abord 1 ou 2 comprimés, puis des boîtes entières. L'infirmière a signalé à Papy que quelqu'un s'était introduit dans le placard à pharmacie, malgré les nouvelles serrures. Étonnamment, Oscar était toujours présent lors de ces incidents et toujours le premier à proposer de mener l'enquête pour retrouver les médicaments manquants. J'ai compris qu'il me fallait des preuves irréfutables, alors j'ai remplacé la caméra du couloir par un modèle plus performant, avec vision nocturne, et j'en ai installé une autre dans la chambre de Mamie, bien dissimulée dans une étagère, en direction de la porte et de la table de nuit. 3 jours plus tard, j'avais tout ce qu'il fallait. Sur les images, on voyait Oscar entrer dans la maison à 3 heures du matin avec une clé qu'il avait sûrement copiée avant le changement de serrure, puis se diriger droit vers la chambre de Mamie, rester debout près de son lit à l'observer, sortir quelque chose de sa poche et l'ajouter dans le verre d'eau posé sur la table de nuit. J'ai immédiatement fait plusieurs copies de ces images, une sur mon ordinateur, une sur un disque dur externe et une autre sur un serveur sécurisé en ligne. Cette fois, je voulais vraiment éviter tout faux pas,
Mais quand j'ai montré les images à mes parents et aux autres membres de la famille, Oscar avait déjà tout anticipé. Il a immédiatement prétendu que j'avais trafiqué la vidéo par jalousie, que je cherchais à lui faire endosser la faute juste parce que j'acceptais mal qu'il soit l'enfant préféré. Il avait un talent fou pour la comédie. Les larmes lui sont montées aux yeux. Il a juré qu'il aimait Mamie plus que tout et qu'il serait incapable de lui faire du mal. Il m'a traité de déséquilibré, affirmant qu'il me fallait une aide professionnelle. Il est même allé jusqu'à insinuer que c'était moi qui avais empoisonné Mamie et que j'essayais à présent de lui mettre ça sur le dos. Certains l'ont cru sans réserve. Ils ont rappelé que j'étais un as en informatique, que j'avais déjà mis la famille dans l'embarras avec une vidéo embarrassante. Ma tante, elle, a trouvé suspect que ce soit moi qui ai découvert Mamie malade et que je sois celui qui l'ait emmenée à l'hôpital. Petit à petit, la famille s'est divisée en deux clans. Ceux qui avaient toujours eu un faible pour Oscar, suivis de mes parents, contre ceux qui, au fil des années, avaient bien vu le favoritisme à l'œuvre et se rangeaient instinctivement de mon côté, avec mes grands-parents. Mais Mamie, elle, n'a jamais cédé. Même affaiblie, elle prenait la parole à chaque réunion familiale et répétait qu'il y avait quelque chose qui clochait chez Oscar, qu'elle le sentait au fond d'elle. Sa voix comptait, mais sa fragilité poussait certains à balayer ses inquiétudes du revers de la main en les attribuant à la confusion liée à la maladie. J'ai compris qu'il fallait changer d'approche. Si la confrontation ne menait à rien, peut-être que la ruse porterait ses fruits. J'ai alors fait mine de changer d'avis. Je me suis excusé auprès d'Oscar en privé, lui expliquant que le stress et la paranoïa m'avaient fait perdre pied avec tout ce qui s'était passé. Je lui ai dit que je voulais recoller les morceaux, qu'entre frères, il fallait se serrer les coudes. Il s'est montré méfiant au début, mais son orgueil a fini par l'emporter. Il avait toujours adoré avoir l'ascendant sur moi, et mon apparente soumission flattait son ego. Peu à peu, il a baissé la garde quand j'étais là. J'ai recommencé à passer du temps chez lui, dans cette maison que mes parents lui avaient offerte. On traînait ensemble, on jouait à la console, on parlait de la fac. Je jouais le rôle du grand frère attentionné que j'avais toujours voulu être, en ravalant mon dégoût à chaque fois qu'il me lançait son sourire hypocrite. Il a fallu des semaines, mais Oscar a fini par me faire suffisamment confiance pour me laisser seule chez lui. C'est là que je suis tombée dessus. Des carnets, soigneusement cachés dans une boîte à serrure sous son lit, retraçant des années de manipulation et de stratégie. Les premières notes dataient de ses 10 ans à peine. Il y décrivait en détail comment manipuler nos parents, monter tout le monde contre moi, obtenir tout ce qu'il voulait, alors que je devais me contenter des miettes. Il avait même pris des notes sur des méthodes de manipulation psychologique, des techniques pour semer le doute dans l'esprit des autres, des astuces pour me faire passer pour fou. Les dernières pages concernaient un Mamie, comment elle menaçait sa place en prenant ma défense, comment il fallait s'en débarrasser. Il avait fait des recherches sur différents poisons, leurs effets, comment les administrer sans éveiller les soupçons. J'ai photographié chaque page, prenant soin que tout soit bien lisible, puis j'ai tout remis exactement à sa place. Emporter les carnets aurait été trop risqué, pas pour l'instant. Il fallait présenter ses preuves d'une manière irréfutable. Toute la semaine suivante, je me suis consacré à préparer mon dossier. J'ai fait des copies, envoyé une partie à l'avocat de mon grand-père, sauvegardé le reste sur des serveurs sécurisés. J'ai aussi contacté un expert en écriture pour confirmer que tout était bien de la main d'Oscar. Quand tout a été prêt, j'ai organisé une réunion familiale, avec tout le monde présent, y compris Oscar et nos parents. J'ai demandé à mon grand-père de prendre la parole et de présenter les preuves. L'atmosphère était électrique, tandis qu'il exposait méthodiquement chaque élément. Les images de vidéosurveillance, les médicaments disparus, les lettres de menaces et enfin, des extraits des carnets. Il avait même prévu des copies pour chacun, ainsi que l'analyse de l'expert graphologue. Oscar a totalement perdu son sang-froid. Il s'est levé en hurlant que j'avais tout inventé, que j'étais entré chez lui pour fabriquer ses carnets. Il m'a accusé d'être obsédé par lui, prêt à tout pour le détruire par jalousie. Mais ses explications commençaient à se contredire. D'abord, il assurait que les carnets n'existaient pas. Ensuite, que ce n'était que des exercices d'écriture. Puis il a prétendu que je les avais écrits moi-même et cachés chez lui. Mes parents tentèrent de le défendre, mais même eux finissèrent par s'en mêler. Les preuves étaient trop nombreuses, et plus Oscar s'enfonçait, plus ses réactions paraissaient paniquées. Quand Papy a sorti un extrait où Oscar racontait comment il avait manipulé nos parents pour obtenir une voiture le jour de mes 16 ans, le visage de ma mère s'est décomposé sur le champ. Un silence pesant s'est abattu sur la pièce. Ma mère fixait la page, les mains tremblantes, lisant comment Oscar les avait convaincus que je ne méritais rien pour mon anniversaire, que son bonheur devrait me suffire. Oscar est passé du rouge au blanc, il a tenté d'arracher les feuilles, mais mon grand-père les a éloignées hors de sa portée. C'est alors qu'Oscar s'est tourné vers nos parents, reprenant cette voix d'enfant dont il avait le secret, et leur a dit que je préparais tout ça depuis des mois, que j'avais étudié son écriture pour l'imiter. Il a même laissé entendre que je l'avais drogué pour rentrer chez lui, que j'étais dangereux et qu'il fallait m'éloigner de la famille. Mon père s'est levé, visiblement déchiré entre l'envie de défendre son préféré et l'évidence qui s'imposait. Il a exigé de voir les carnets originaux, pas juste les photos. Quand j'ai expliqué que je les avais laissés chez Oscar pour éviter toute accusation de vol, il n'a rien trouvé de mieux que d'y voir la preuve de ma malhonnêteté. Dès lors,
La réunion est partie en vrille. Les tantes se sont mises à s'écharper, certaines trouvant les preuves trop parfaites, d'autres soulignant les incohérences d'Oscar. Mes grands-parents maternels, jusque-là restés en retrait, ont proposé qu'on fasse appel à un thérapeute familial pour essayer d'y voir clair. Mais au beau milieu de ce tumulte, la voix de mamie s'est imposée, indiscutable. Malgré sa grande fatigue, elle a trouvé la force de raconter, avec une lucidité bouleversante, la terreur qui l'avait envahie en ouvrant les yeux sur Oscar planté près de son lit, l'eau au goût étrange ce fameux soir, ces mots cruels glissés sous sa porte, toujours tracés dans le bleu préféré d'Oscar. L'espace d'un instant, Oscar n'a plus réussi à masquer son vrai visage. Une lueur de rage pure a traversé ses traits avant qu'il ne retrouve contenance, puis se remette à pleurer. Il s'est rué vers notre mère, enfouissant son visage dans son épaule et sanglotant que j'avais monté tout le monde contre lui. La réunion n'a débouché sur rien. Mes parents sont repartis avec Oscar et ma mère m'a lancé un regard chargé d'une haine brûlante. Mes tantes, chacune de leur côté, se sont éloignées, le fossé familial se creusant encore un peu plus. Seuls mes grands-parents paternels sont restés, papy crispant la mâchoire avec une détermination silencieuse. Ce soir-là, impossible de fermer l'œil. Je vérifiais les serrures, jetais des regards anxieux par la fenêtre, sursautais au moindre bruit. Vers 2 heures, un bruit dehors m'a alerté. En scrutant la nuit depuis ma chambre, j'ai aperçu la voiture d'Oscar garée un peu plus loin, moteur allumé, parfaitement immobile. J'ai réveillé mon grand-père et, tous les deux, nous avons observé Oscar, resté plus d'1 heure ainsi avant de repartir enfin. Le lendemain matin, nous avons découvert la boîte aux lettres éventrée, le métal tordu, cabossé. La caméra de surveillance l'avait filmé à 3h47, frappant rageusement la boîte à coups de batte de baseball. Nous sommes allés porter plainte, mais le policier a haussé les épaules, peu convaincu par nos explications familiales. Pour lui, sans preuve directe d'un danger immédiat, il s'agissait d'une simple querelle civile. Oscar a eu droit à un simple interrogatoire au sujet de la boîte aux lettres, rien de plus. Mais le harcèlement a redoublé. Des bouquets de fleurs fanées ont été déposés sur notre perron, nos pneus crevés pendant nos courses, et même une fausse dénonciation de maltraitance envers mes grands-parents. Chaque incident était soigneusement orchestré, sans jamais laisser la moindre preuve directe reliant Oscar. Il avait toujours un alibi, généralement validé par nos parents qui affirmaient qu'il était à la maison, devant un film ou à réviser. Pour ne rien laisser au hasard, j'ai commencé à dormir en alternance avec mon grand-père, l'un de nous restant toujours éveillé à surveiller la maison. On a ajouté des caméras, renforcé les serrures, installé un bouton d'alerte relié directement à la police. Mais Oscar était rusé, il connaissait précisément les limites à ne pas franchir. Puis tout a basculé le jour où le nouveau traitement de mamie a disparu, pas juste quelques comprimés, mais toute la boîte de ses médicaments pour le cœur. L'infirmière était formelle, elle avait tout verrouillé le matin, pourtant l'après-midi, plus rien. On a retourné la maison dans tous les sens, le cœur serré car sans son traitement, mamie risquait une rechute grave. Le médecin a prescrit en urgence, mais la pharmacie annonçait plusieurs heures d'attente. C'est là que j'ai aperçu la voiture d'Oscar sur le parking, posté, lui à l'intérieur, surveillant les allées et venues. Quand il a vu que je l'avais remarqué, il m'a adressé un sourire et un petit signe de la main avant de démarrer. Là, j'ai compris. Il ne comptait pas s'arrêter. Ce n'était plus une histoire d'argent ou de jalousie, c'était une question de contrôle, une façon de nous punir d'avoir osé lui tenir tête. Avec papy, nous avons décidé d'agir. On a fait appel à une seconde détective privée, spécialisée dans les affaires familiales épineuses. Il nous fallait quelqu'un capable de filer Oscar sans se faire repérer, de documenter ses faits et gestes et de le prendre la main dans le sac. Catherine, une ancienne inspectrice de police, a tout de suite compris la gravité de la situation. Elle a écouté notre récit sans jamais nous juger, a étudié nos preuves et confirmé qu'Oscar était dangereux. Elle a lancé la surveillance sans tarder. En moins d'1 semaine, Catherine avait filmé Oscar en train de suivre l'infirmière jusque chez elle, patientant des heures devant son immeuble. Elle l'a surpris à acheter de grandes quantités de médicaments en libre accès, des substances potentiellement mortelles si elles étaient de combiner. Elle l'a même vu écumer des sites médicaux sous de faux noms, cherchant à comprendre les interactions entre divers produits. Mais le pire restait à venir. Elle l'a filmé en pleine transaction avec un trafiquant bien connu du secteur, spécialiste des prescriptions détournées. Oscar, cash à la main, a reçu un petit paquet en échange. Nous étions tentés d'aller aussitôt à la police, mais Catherine a conseillé la prudence. Il fallait l'attraper en flagrant délit, avec les substances compromettantes sur lui, pour prouver sa volonté de nuire. Le piège s'est mis en place. Nous avons fait courir le bruit que mamie devait passer un contrôle de routine, qu'elle resterait seule à l'hôpital toute la journée pour des examens. En réalité, elle était à l'abri chez une amie, pendant que Catherine et un collègue surveillaient l'hôpital. Oscar a mordu à l'hameçon. Les caméras l'ont filmé entrant dans l'établissement, porteur d'un petit sac, se dirigeant droit vers la chambre que nous avions mentionnée dans le groupe familial. Là, en découvrant la pièce vide, il a perdu ses moyens, appelé nos parents en panique, prétendant qu'il était venu voir mamie sans la trouver. Ma mère m'a aussitôt téléphoné, folle de rage, m'accusant d'avoir mis mamie en danger en la déplaçant sans prévenir. Je suis resté impassible, affirmant qu'elle était bien à l'endroit prévu. Ce flottement nous a offert un précieux répit.
Catherine a suivi Oscar alors qu'il errait dans les couloirs, visiblement nerveux, puis le voyant finalement balancer le sac dans une poubelle de déchets médicaux avant de filer. Catherine l'a récupéré immédiatement. À l'intérieur, une quantité d'opioïdes suffisante pour provoquer une overdose mortelle. Cette fois, nous tenions la preuve irréfutable de ses intentions. Catherine avait tout documenté, de l'achat des substances à la tentative d'introduction à l'hôpital. Nous avons tout remis à la police. Mais Oscar avait encore une carte à jouer. Le soir même, avant l'intervention des forces de l'ordre, il s'est présenté chez nous accompagné de nos parents. Ils ont exigé d'entrer, prétextant une discussion urgente. Contre toute logique, nous les avons laissés entrer. Oscar n'était plus le même. Calme, posé, presque apaisé. Installé dans le salon, il a déclaré avoir beaucoup réfléchi et vouloir s'excuser, tout arranger. Il est même allé jusqu'à proposer une thérapie familiale. Mes parents ont pris sa défense, expliquant qu'il était venu pleurer chez eux, bouleversé d'avoir brisé la famille par son comportement. Ils insistaient pour qu'on retire la plainte, qu'on règle tout entre nous, en famille. Ma mère est même allée jusqu'à s'agenouiller devant moi pour me supplier de donner une seconde chance à Oscar. Mais je n'étais pas dupe. Je voyais bien la manière dont Oscar lançait sans cesse des regards vers mamie, comment il se plaçait devant la porte, sa main qui revenait toujours à sa poche. J'ai prétexté une envie pressante pour m'éclipser et appeler Catherine, qui était déjà en route, surveillant Oscar à distance. Elle m'a conseillé de continuer à faire parler tout le monde. La police arrivait. Quand je suis revenu au salon, Oscar s'affairait à préparer du thé pour tout le monde. Un geste de paix, disait-il, insistant pour utiliser le mélange spécial de mamie, celui censé aider son cœur. Là, toutes les alarmes se sont déclenchées dans ma tête. Je l'ai observé depuis l'encadrement de la porte, le regard fixé sur son dos, alors qu'il nous tournait soigneusement le dos pour ne rien laisser paraître. Il est revenu avec le plateau et a tenu à remettre lui-même la tasse à mamie, le sourire impassible. Avant qu'elle ait eu le temps d'y toucher, j'ai fait tomber la tasse de ses mains. Elle s'est brisée au sol, le thé s'est répandu dans toute la pièce. Le masque d'Oscar est tombé à son tour. Il s'est jeté sur moi en hurlant que j'avais tout gâché, que mamie devait payer pour avoir monté nos parents contre lui, que moi aussi je devais souffrir, pour avoir existé avant lui, pour lui avoir volé ce qui devait lui revenir de droit. Mon père a tenté de l'arrêter, mais Oscar l'a violemment repoussé, surprenant tout le monde par sa force. C'est alors qu'il a sorti un couteau de sa poche, petit certes, mais bien assez aiguisé pour faire mal. C'est ce moment précis que Catherine a choisi pour entrer, suivi de 2 policiers. Oscar s'est retourné vers eux, le couteau encore à la main. Un court instant, le temps s'est suspendu. Puis, contre toute attente, Oscar a éclaté d'un rire glacial, presque inhumain. Il a laissé tomber le couteau sur le tapis tout en levant les mains, continuant de rire comme si tout cela n'était qu'un jeu. On l'a menotté, et il m'a lancé un dernier regard avant de prononcer 5 mots qui m'ont glacé le sang. Ce n'est pas fini, mon frère. Oscar a été emmené par la police, mais les dégâts dans notre famille étaient irréparables. Mes parents, pétrifiés, sont restés plantés au milieu du salon, totalement perdus. La réalité leur sautait enfin aux yeux. Leur fils adoré n'était plus celui qu'ils croyaient connaître. Ma mère s'est effondrée sur une chaise, secouée de sanglots. Mais ce n'était pas pour moi, ni pour mamie. C'était pour Oscar. Elle répétait qu'il devait forcément y avoir une explication, que ce n'était pas le garçon qu'elle avait élevé. Mon père, lui, est resté debout, le visage fermé, comme s'il avait pris 10 ans d'un coup. Catherine a fait analyser le thé. Il contenait une dose mortelle d'opioïdes, les mêmes qu'Oscar avait tenté de jeter à l'hôpital. Si mamie en avait bu, quelques gorgées auraient suffi à la tuer dans les heures suivantes. Oscar a été poursuivi pour tentative de meurtre, détention de substances illicites et harcèlement. Les preuves étaient accablantes. Pourtant, même là, mes parents lui ont trouvé le meilleur avocat possible, vidant toutes leurs économies pour défendre le fils qui avait voulu tuer sa propre grand-mère. Le groupe familial est vite parti en vrille. Ceux qui soutenaient Oscar se sont murés dans le silence, d'autres ont exprimé leur indignation et leur horreur. Certains ont reproché à mes parents d'avoir toujours couvert Oscar, d'autres m'ont accusé d'avoir poussé mon frère à bout. La famille était définitivement brisée. Mais chez nous, une paix étrange est revenue. Mamie était enfin en sécurité. La peur et la paranoïa s'étaient dissipées. On avait gagné, mais la victoire avait un goût amer. J'avais perdu mes parents pour de bon, et malgré tout, ça me faisait mal. Grand-père a fait venir des agents de sécurité pour protéger la maison, par précaution. Oscar était en liberté sous contrôle, assigné à résidence chez mes parents avec un bracelet électronique. Mais tout le monde savait que ce n'était pas fini. Le procès s'annonçait éprouvant et nos histoires de famille allaient maintenant se jouer devant la justice. Les jours suivants, je me suis occupé de mamie pour l'aider à se remettre de ses émotions. Son cœur fragile avait souffert et elle avait besoin de soins constants. J'ai emménagé dans sa chambre, dormant sur un lit de camp à côté du sien. Une nuit, elle a pris ma main dans la sienne, la serrant doucement. « Je suis fière de toi, tu m'as sauvé la vie », m'a-t-elle soufflé. Puis elle a ajouté, d'une voix triste, « J'ai de la peine pour Oscar, pas pour ce qu'il a fait, mais pour ce qu'il est devenu. » Elle pensait que nos parents avaient créé un monstre en ne lui refusant jamais rien, en lui laissant croire qu'il avait droit à tout, en me présentant comme un obstacle à son bonheur. À force de tout lui céder, il l'avait privé de toute empathie, de toute décence. Ces mots m'ont foudroyé. Oscar n'était pas né mauvais. Il avait été façonné ainsi, encouragé à devenir ce qu'il était devenu, et on en payait tous le prix.
Catherine a continué de nous épauler, nous préparant pour le procès. Elle avait déniché de nouvelles preuves. Oscar préparait son coup depuis des mois, peut-être même des années. Les extraits de son journal n'étaient que la partie visible de l'iceberg. Elle a découvert des messages postés sous de faux noms où il cherchait des conseils sur l'héritage, sur les moyens de maquiller des morts en accident naturel. Elle a même trouvé qu'il était en contact avec d'autres personnes ayant déjà franchi le pas pour de l'argent. Il étudiait, se renseignait, se préparait. Le procureur montait un dossier solide, mais l'avocat d'Oscar était rusé. Il plaidait qu'Oscar était un jeune homme fragile, qui avait craqué sous la pression et avait besoin d'aide, pas de prison. Ils avaient de convoquer toute une galerie de témoins, des professeurs, des amis de la famille, tous n'ayant connu que le bon côté d'Oscar. Mes parents refusaient de m'adresser la parole, mais j'apprenais par d'autres membres de la famille qu'ils soutenaient Oscar, le visitaient chaque jour, lui apportèrent de bons petits plats et des livres, persuadés que tout cela n'était qu'un malentendu qui se dissiperait au procès. Et puis, 3 semaines avant le début de l'audience, Oscar s'est volatilisé. On a retrouvé le bracelet électronique découpé dans sa chambre, avec un mot laissé sur le lit. On se reverra. Mes parents étaient sous le choc, appelant la police, jurant qu'on avait dû l'enlever. Mais les caméras de surveillance ont tout révélé. Oscar était sorti tranquillement par la porte d'entrée, à 4 heures du matin, un sac à dos sur l'épaule, parfaitement calme. La police a lancé un mandat d'arrêt, mais Oscar avait pris de l'avance sur tout le monde. Il avait vidé ses comptes bancaires quelques jours auparavant, vendu sa voiture contre du cash à un particulier et s'était procuré une fausse pièce d'identité. Catherine a découvert qu'il avait passé des semaines à éplucher les pays sans accord d'extradition. Mes parents, évidemment, se sont retournés contre moi. Ils ont débarqué en tempête chez nous, criant que j'avais poussé Oscar à bout et détruit leur famille. Mon père a même tenté de forcer la porte, mais le vigile engagé par grand-père l'en a empêché. Ils sont finalement repartis, nous menaçant de poursuites pour préjudice moral. Les jours suivants, on vivait dans une tension permanente. Chaque voiture qui ralentissait devant la maison, chaque coup frappé à la porte, chaque bruit étrange la nuit suffisait à nous mettre les nerfs à vif. Mamie ne dormait presque plus, sursautait au moindre mouvement d'ombre, et son état de santé, déjà fragile, en pâtissait chaque jour un peu plus. Puis les colis ont commencé à arriver. De petites boîtes anonymes contenant des photos de la maison prises sous tous les angles, des clichés de moi au supermarché, des images de mamie à travers la fenêtre de sa chambre. Au dos, un mot griffonné de la main d'Oscar. « Je surveille toujours. Tu ne pourras pas te cacher éternellement. » La famille est avant tout. Catherine a remonté la piste des colis jusqu'à différents bureaux de poste de la région. Oscar bougeait sans cesse, il restait insaisissable, mais commençait à commettre des erreurs. Sur l'une des photos, on distinguait un reflet dans une vitre de voiture et un bout de plaque d'immatriculation que les contacts de Catherine n'ont pas tardé à identifier. Le véhicule appartenait à une certaine Jamie, qu'il avait déclaré volée une semaine auparavant. En creusant, Catherine a découvert que Jamie avait été en contact avec Oscar via une appli de rencontre. Il y avait fort à parier qu'elle lui avait remis la voiture de son plein gré, séduite par son baratin. On approchait de lui quand tout a basculé. J'étais sorti chercher l'ordonnance de mamie, la laissant avec l'infirmière et le vigile. En revenant 1 heure plus tard, j'ai trouvé la porte d'entrée grande ouverte. Le vigile inconscient sur la pelouse, l'infirmière enfermée dans la salle de bain et mamie envolée. Je tremblais en appelant les secours. La maison était sans dessus-dessous, meubles renversés, médicaments de mamie éparpillés partout. Il y avait des traces de lutte dans sa chambre et son bouton d'alerte d'urgence avait été brisé. La police est arrivée en quelques minutes, suivie de Catherine et de son équipe. Ils ont retrouvé un chiffon imbibé de chloroforme dans le jardin et repéré des traces de pneus qui ne correspondaient pas à la voiture volée. Oscar avait un complice cette fois. Mon téléphone a sonné, numéro inconnu. J'ai mis le haut-parleur pour que la police puisse écouter. La voix d'Oscar n'avait plus rien à voir avec celle que je connaissais. Plus de faux semblants, plus de rôle à jouer, juste du sang-froid. Mamie est saine et sauve pour l'instant, mais tout peut changer, m'a-t-il dit. Je veux tout l'argent de l'héritage qui me revenait et je veux que tu avoues publiquement avoir monté toutes les preuves contre moi. Les policiers ont essayé de localiser l'appel, sans succès. Il utilisait un téléphone jetable. Tu as 24 heures pour rassembler l'argent et enregistrer tes aveux en vidéo, a-t-il ajouté avant de raccrocher. Ces 24 heures ont été les plus longues de ma vie. La police a installé son QG dans notre salon et le FBI s'est emparé de l'affaire, puisqu'il s'agissait désormais d'un enlèvement. Mes parents sont venus réclamer le droit de participer, convaincus qu'Oscar ne ferait jamais de mal à qui que ce soit. De son côté, Catherine a activé tous ses réseaux tandis que l'enquête officielle suivait son cours. Elle avait sa petite idée. Oscar n'agissait pas seul. Quelqu'un de plus aguerri tirait les ficelles. Elle s'est penchée sur les personnes avec qui Oscar échangeait en ligne à propos d'arnaques à l'héritage. C'est finalement une source inattendue qui a permis de débloquer la situation. L'une de mes tantes, jusqu'alors entièrement du côté d'Oscar, m'a appelé en larmes. Oscar m'a appelé pour me demander de l'argent. Il a menacé de faire du mal à mamie si je refusais, sanglotait-elle. Le masque était tombé pour elle aussi. Elle avait enregistré la conversation. En fond, on entendait une voix féminine presser Oscar de se dépêcher. Catherine a nettoyé l'enregistrement et l'a soumis à une analyse vocale. Cette femme s'appelait aussi Catherine, une escroc bien connue spécialisée dans l'arnaque aux personnes âgées. Grâce à cette piste, le FBI a pu cibler leur planque potentielle.
Catherine possédait un chalet isolé à 3 heures de route au nord, hérité d'une de ses victimes, parfait pour y cacher quelqu'un. L'assaut devait avoir lieu à l'aube. J'ai voulu y aller, mais le FBI m'en a empêché. Je suis donc resté à la maison avec papy, à tourner en rond tous les deux, incapables de manger ou de fermer l'œil. L'appel est arrivé à 7h23. Ils avaient retrouvé mamie. Elle était déshydratée et bouleversée, mais indemne. Oscar et Catherine avaient été arrêtés après une brève tentative de fuite. Dans la cabane, ils ont trouvé quantité de preuves. D'autres carnets, des plans précis pour s'en prendre à d'autres membres de la famille, des recherches sur des poisons indétectables. J'ai éclaté en sanglots en voyant mamie arriver à l'hôpital sur un brancard. Elle était pâle, tremblante, mais elle m'a adressé un sourire, aussi faible soit-il. Elle m'a raconté qu'Oscar avait ressassé pendant des heures toutes les injustices qu'il pensait avoir subies, tout ce qu'il croyait mériter, allant jusqu'à m'accuser de lui avoir volé son droit d'aînesse en naissant le premier. En réalité, c'est Catherine qui l'avait pris sous son aile des mois plus tôt. Elle l'avait repéré sur des forums consacrés au droit des successions, flairant la proie facile, un jeune homme avec des grands-parents aisés et le sentiment que tout lui était dû. Elle lui avait tout appris, avec l'intention de partager le magot une fois mamie éliminée. Le procès a été avancé. Oscar a tenté de faire croire qu'il n'était qu'une marionnette manipulée par Catherine, une victime de plus. Mais les preuves étaient accablantes. Ses carnets, les vidéos, les témoignages, tout l'accablait. Même mes parents ont fini par ouvrir les yeux en entendant les enregistrements où Oscar évoquait froidement la manière de maquiller la mort de mamie en cause naturelle. Le jour du verdict, mes parents se sont effondrés. Ma mère m'a rejoint devant le tribunal, les traits tirés comme si elle avait vieilli de 20 ans en une nuit. Elle a voulu s'excuser, mais n'a pas su trouver les mots. Mon père est resté en retrait, les épaules affaissées, réalisant enfin l'ampleur des dégâts causés par leur aveuglement. J'aurais voulu leur pardonner. Une partie de moi attendait encore leur affection, leur reconnaissance. Mais les paroles de mamie me trottaient dans la tête. Ce sont eux qui ont rendu tout cela possible. Ce sont eux qui ont appris à Oscar que je valais moins qu'un autre, qu'il avait tous les droits. Aujourd'hui, leurs larmes ne suffisaient pas à effacer 22 ans de négligence. Oscar a pris 25 ans de prison, Catherine 30, à cause de son passé. Quand ils l'ont emmené, Oscar m'a lancé un dernier regard. Il n'y avait plus ni colère ni menace dans ses yeux, juste un grand vide. À force de vouloir s'approprier ce qui ne lui appartenait pas, il avait tout perdu. Peu à peu, la famille s'est reconstruite, même si rien ne serait jamais plus comme avant. Certains proches sont venus me présenter des excuses, regrettant de ne pas avoir vu la vérité plus tôt. D'autres ont préféré garder leur distance, trop honteux d'avoir un jour pris la défense d'Oscar. Le groupe familial sur les réseaux sociaux a été supprimé. Les réunions de famille sont devenues plus intimes, plus apaisées. Mes parents ont essayé de retisser des liens avec moi, mais je gardais mes distances. Ils m'avaient montré leur vrai visage, et ça, je ne pouvais pas l'oublier. Finalement, ils ont déménagé dans une autre région, histoire de repartir à zéro, là où personne ne les connaissait. J'ai appris qu'ils faisaient du bénévolat auprès de jeunes en difficulté, comme une forme de rédemption. Papy et mamie m'ont adopté officiellement. À 23 ans, ça peut sembler étrange, mais pour moi, ça voulait tout dire. Pour la première fois, j'avais des parents qui m'avaient choisi, pour qui j'étais la priorité. L'héritage qu'ils menaçaient de retirer à mes parents est devenu un fonds pour mon avenir. Grâce à mes grands-parents, j'ai pu finir mes études sans dette. J'ai trouvé un travail qui me plaisait, j'ai commencé une thérapie pour essayer de surmonter tout ce que j'avais vécu. Petit à petit, j'ai bâti la vie dont j'avais toujours rêvé. Une vie où j'avais de la valeur, où on m'aimait pour moi. La santé de mamie s'est améliorée une fois le stress retombé. Elle a vécu encore 6 ans, puis elle est partie doucement, dans son sommeil, à 91 ans. À ses obsèques, j'ai parlé de sa force, de sa sagesse et de tout ce qu'on s'était apporté mutuellement. Papy et moi, on s'est serrés l'un contre l'autre pour dire adieu à celle qui m'a appris ce que voulait dire le mot famille. La maison semblait vide sans elle, mais sa présence était partout. On se tenait compagnie tous les deux, soudés par le même traumatisme, mais aussi par un amour profond. Il m'a transmis son métier, me préparant à prendre la relève le moment venu. On ne parlait jamais d'Oscar, mais il m'arrivait parfois de surprendre papy à feuilleter de vieilles photos, avec une tristesse que je comprenais trop bien. Des années plus tard, j'ai reçu une lettre d'Oscar, envoyée de prison. Il disait suivre une thérapie, avoir enfin compris la portée de ses actes. Il ne sollicitait pas mon pardon, il voulait juste que je sache qu'il essayait de changer. Je n'ai jamais répondu. Certains liens, une fois rompus, ne se renouent pas. La vie a continué. J'ai rencontré quelqu'un qui comprenait la complexité de mon histoire familiale. Ensemble, on a inventé nos propres traditions, notre manière à nous de définir l'amour et la loyauté. Quand on a eu des enfants, j'ai veillé à ce que chacun d'eux sache qu'il était aimé, qu'il comptait autant que les autres. Le favoritisme, chez nous, c'est terminé. Parfois, je repasse devant l'ancienne maison de mes parents, désormais entre les mains d'inconnus. Je repense au gamin que j'étais, celui qui voulait juste être aimé, qui espérait que les choses s'amélioreraient. Ce gamin méritait mieux, mais il a tenu bon. Il s'est trouvé une vraie famille, et il a compris que l'amour ne se résume pas au lien du sang. Papy est toujours là, même s'il fatigue un peu. On prend soin l'un de l'autre, comme on devrait toujours le faire en famille. Tous les dimanches, on va ensemble sur la tombe de mamie, avec des fleurs fraîches et des nouvelles à raconter.
Je lui parle de mes enfants, de mon boulot, de cette vie ordinaire que j'ai reconstruite sur les décombres de l'ancienne. Oscar va bientôt pouvoir demander une libération conditionnelle. Mon avocat pense qu'il y a peu de chances qu'elle soit acceptée, étant donné la gravité des faits. Au fond de moi, j'espère malgré tout qu'il a changé, que la prison lui a imposé des limites que nos parents n'ont jamais su poser. Mais j'ai aussi installé un système de sécurité digne de ce nom, juste au cas où. Parce que c'est ça, le traumatisme familial. Il ne disparaît jamais vraiment. On apprend à vivre avec, à avancer malgré tout. Chaque fête, chaque anniversaire, chaque moment important porte l'ombre de ce qui a été et de ce qui aurait pu être. Mais aujourd'hui, ça va, vraiment. J'ai la famille que j'ai choisie, la vie que je me suis construite, l'amour que j'ai conquis. Et parfois, c'est la plus belle des victoires. Non pas la rancune ou la colère, mais le simple fait de bien vivre, malgré tout ce qu'on a voulu m'enlever. La vidéo que j'avais publiée il y a des années continue parfois de circuler, rappel viral de la fragilité des liens familiaux. Des inconnus m'envoient encore des messages, curieux d'en savoir plus, incapables de croire que tout cela est bien réel. Je ne réponds jamais. Ce chapitre est clos, même si l'histoire continue. Parce que survivre, c'est ça. Il n'y a pas de fin spectaculaire, juste une suite discrète. Se lever chaque matin en décidant d'être meilleur que ce qui nous a abîmés. Semer l'amour là où régnait l'oubli. Inventer une famille là où il n'y avait que le sang. Et se dire que parfois, le plus beau cadeau que des parents puissent offrir, c'est de montrer exactement ce qu'il ne faut jamais devenir.